Sur une feuille, vous remettez la comment on va dire ça. Et puis vous avez des questions, il y a la partie exercice, donc on arrivera sur l'exercice, des questions qu'on va poser. Je vais dire que pour les questions, vous les remettez quand on va démarrer les exercices. Hein? Vous le mettez sur une feuille et puis on va y répondre sans aucun souci. Hein? Alors, donc, maintenant on est sur la partie la plus importante où on s'intéresse aux cellules de défense. Ces cellules, je pense que ce que je vous ai dit sur les propriétés de ces cellules, de ces globules blancs, il faut faire tout pour retenir ces cellules-là, leur fonction. Évidemment, ça vous permettra, quand on va arriver sur la partie immunologie, vous saurez très bien quelles sont les cellules qui ont beaucoup plus une fonction phagocytaire, une fonction phagocytaire, ce n'est pas toutes les cellules, et que vous comprendrez tout de suite, dès lors qu'on vous parlera de cette immunité innée, vous pouvez imaginer quels pouvaient être ces acteurs au départ. Donc, retenez bien ces cellules-là, et puis leurs propriétés. Si vous les retenez, évidemment, on augmentera certaines choses, mais c'est une partie qui vous permettrait, qui vous aiderait pour la suite. Alors, je vous disais que ces cellules-là, ces globules blancs, vous avez deux catégories importantes. Vous avez les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, c'est ces lymphocytes qui vont produire des anticorps. Ces lymphocytes B, il faut le savoir aussi, c'est les lymphocytes, au départ, quand j'étais étudiant, on nous disait que c'était les seules cellules qui pouvaient produire les cellules à mémoire. Vous comprenez? Oui. Et ce n'est que des années plus tard, parce que les gens de ma promotion, on ne parlait que de ces lymphocytes B, lymphocytes mémoire. Alors, depuis quelques années, toujours quand vous cherchez chez les anglo-saxons, et maintenant des livres sont sortis depuis 2015, mais vous savez, tous les livres d'immuno, si vous les trouvez en français, ils ont été traduits sur la base des documents anglais. Vous comprenez? Donc ne soyez pas étonnés qu'ils sont à la pointe de la recherche scientifique. Je dis tous les livres. Si vous voyez un livre d'immunologie, à la base, vous avez, il a été traduit par un francophone, un chercheur francophone, mais à la base, c'est un document anglais. Et les chercheurs anglais, à l'époque, vous verrez dans le document d'immunologie, ces chercheurs, il y a un vrai immunologiste qu'on appelle Reut. Si vous tombez sur ce livre, The Essential of Immunology, alors c'est lui le sommet quand vous devez regarder un livre d'immunologie. Ensuite, il le fait avec d'autres. Mais lui, c'est vraiment monsieur immunologie. Alors, mais ces documents sont traduits en anglais, en français. En français. Et évidemment, ça vous permet de bien comprendre un peu ce que vous n'avez pas compris sur le texte anglais. Alors, ensuite, vous en avez d'autres. Mais sur le document d'immunologie, vous avez une liste d'auteurs en immunologie. Je dis bien sûr le livre sur le fascicule d'immunologie. À la fin, je vous ai indiqué
ces documents-là. Mais, évidemment, vous pouvez vous en dispenser, puisque il y a beaucoup de ces choses-là que j'ai essayé de reproduire dans le fascicule, hein, qui ont concentré un peu de tout ce qui est fait. Et c'est là où, en 2015, on nous dit que les lymphocytes T ont aussi des lymphocytes mémoire. Alors pendant tout mon truc, on ne parlait que de lymphocytes B, lymphocytes mémoire. Et on découvre, et après, quand on réfléchit, parce que c'est ça la réalité, quand on réfléchit, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'on ne puisse pas, que les lymphocytes T n'aient pas de lymphocytes mémoire? Parce que ces lymphocytes-là sont souvent associés aux lymphocytes T pour produire suffisamment d'anticorps. Oui, en fait, dans la recherche, on est dans l'évidence. On est dans l'évidence. Pourquoi? Simplement, on s'est focalisé sur les lymphocytes B, les lymphocytes mémoire. Mais on découvre que les lymphocytes T ont aussi des lymphocytes mémoire. Parce que c'est eux aussi, dans la coopération avec les lymphocytes B, hein, puisqu'il s'agit du même antigène, donc eux aussi vont répondre à un moment ou à un autre à ces réponses immunitaires en association avec les lymphocytes B qui déjà ont stocké ces lymphocytes mémoire. Donc ils vont activer ces lymphocytes B. Donc ensuite il y a un autre élément, nous le verrons, je ne pense pas que c'est nécessaire pour que je rentre dans les détails, mais quand ça va arriver, donc nous allons clarifier un peu cette partie-là. Donc c'est pour vous dire que quelque part, ne vous fatiguez pas pour vous lancer encore dans des choses, mais après, quand vous allez aller dans le groupe, on va cibler des thématiques. Hein, en immunologie, on va vous dire de travailler, on a eu des étudiants qui continuent à travailler sur le sida. Alors certains vous disent, mais vous n'avez pas peur? Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de travailler? Mais quand vous arrivez dans ces labos-là, d'ailleurs, les étudiants ou les étudiantes, souvent il y a majoritairement des étudiantes, je vous dis, quand vous arrivez, les conditions de rigueur, d'hygiène sont telles que vous ne vous mettez pas dans la tête de la contamination. Vous comprenez? Vous n'avez pas dans votre tête de contamination, parce qu'il y a une rigueur dans l'hygiène, dans la façon dont ce que vous avez déjà utilisé, on vous dit, vous le mettez dans telle poubelle, vous mettez dans telle, donc il ne vous vient pas à l'idée de vous contaminer. Oui, donc c'est ça le labo, hein. C'est des conduites particulières. Quand vous allez vous soumettre. C'est même comme dit quand on vous dit dans les salles de TP, voilà, faites ça, nettoyez, faites tout. C'est les prémices aussi, si vous arrivez dans les labos, si vous avez acquis ces notions d'hygiène, de ce comportement-là, mais vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc, mettez-vous dans la tête. Aussi, si on vous met cette pression, c'est parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Je vous préviens. Si on vous met une pression, il faut souvent éviter qu'on fasse des remarques. Dans un labo, il faut éviter qu'on fasse des remarques. Dès lors qu'on vous fait une remarque, il y a une certaine chaîne de valeur que vous n'avez pas respectée. Et si vous êtes dans la bonne ligne, alors vous êtes accueilli comme un roi dans un labo. Ah oui, je vous dis, hein, vous êtes accueilli comme un roi dans un labo. Parce que on ne doute pas, quand on vous confie quelque chose, on ne doute pas un seul instant que ça va se passer autrement. Parce qu'on vous a vu à l'œuvre. Mais si on voit beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites, le doute s'installe. Ça peut même s'installer sur les résultats. Vous comprenez? Donc, ça aussi, je vous mets en garde par rapport à ça. C'est vous qui devez cultiver, vous voyez, cette confiance-là. Pour qu'on ne mette pas en doute le résultat que vous allez avoir. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, maintenant, donc, pour ces cellules-là,
retenez donc, là on y reviendra, que les lymphocytes T, ces lymphocytes vont donner aussi des lymphocytes mémoire. Mais qu'est-ce qui fait que vous pouvez produire suffisamment d'anticorps face à un antigène donné? Vous voyez, à chaque répertoire antigénique correspond un répertoire d'anticorps. Ça veut dire que cela, c'est sur la base de quoi? Ça veut dire que les cellules qui vont être activées face à un antigène 1, vous voyez, vont produire, quand ils vont être en contact avec le lymphocyte B, ce lymphocyte B va produire ce qu'on appelle des clones. Des clones, en les produisant, ça veut dire qu'ils répondront à l'antigène 1 pour produire des clones de lymphocyte B qui vont, à leur tour, ces clones, vont produire le même anticorps. Et c'est ce que vous avez, ce qu'on vous dit sur Corona et tout. Si c'est rendu possible, c'est parce que simplement, quand on va vous vacciner, votre corps va répondre à cet antigène-là en produisant beaucoup de ces anticorps-là. Alors, il se trouve qu'il y en a, dans certains cas, comme vous voyez, certains ont encore peur, à cause de ce qu'on dit dedans, hein, les embolies, vous voyez tout ça, ces caillots qui se forment sur certains sujets. Mais le problème, c'est que probablement c'est pas dû au vaccin. C'est-à-dire que ces sujets-là, on ne connaît pas la pathologie initiale. Si on connaissait la pathologie initiale, probablement, quand on va leur donner faire le vaccin, donc ils vont réagir et ce qui va donner, mais ça n'est probablement pas dû au vaccin. C'est probablement pas dû, donc ils ont une pathologie initiale. C'est pour ça, par exemple, on vous dit que sur certains sujets, on va pouvoir vacciner à partir de 60 ans. Alors, ou bien on peut demander, quand vous arrivez, si vous êtes une personne âgée, on va vous demander, est-ce que vous avez une HTA? Vous voyez, on va vous demander si vous avez une, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Vous voyez, donc on va vous le demander. Donc tout ça, c'est des renseignements, et c'est ce qu'on ne fait pas à la base, parce que quand on est en face d'une personne âgée, on peut lui poser cette question-là. Mais généralement, pour les autres, on ne leur pose pas ces questions. Là, est-ce qu'ils ont ces pathologies? On ne pense qu'aux personnes âgées sur ces questions, parce qu'on pense souvent que c'est eux qui ont des pathologies liées à l'âge. Pour les jeunes, probablement non. Alors qu'il faut poser des questions à la base pour savoir quels sont, s'ils avaient déjà des antécédents pathologiques ou pas. Mais vous savez, on est dans une dynamique où on veut vacciner en masse. C'est pour ces raisons que vous avez vu maintenant, on a réquisitionné en France, même jusqu'aux vétérinaires, les infirmières, on a recruté pour augmenter le nombre. Et évidemment, les États-Unis sont devant tout le monde, hein, parce qu'ils ont des structures sanitaires très larges. Et aujourd'hui, d'après les nouvelles, ils sont, je crois, même à 200 millions. Donc il ne reste que quelques trucs. Il semble qu'en juillet, déjà, ils auront probablement vacciné tous les États-Unis. Oui, alors que, vous voyez, en France, on n'est même pas, je pense, les dernières nouvelles, je ne sais pas si ils avaient dépassé 6 millions ou 10 millions, je ne sais pas. Oui, à cause des lenteurs, oui, à la base. C'est pour ça, je le dis, les pays développés qui ont une performance en matière sanitaire, ce sera eux qui vont être les mieux outillés pour régler le problème de ces vaccins. On donne souvent l'exemple actuel d'Israël, qui a vacciné presque toute sa population, mais il faut dire que c'est une petite population. Vous voyez, vous ne pouvez pas comparer Israël, par exemple, la population sénégalaise est même supérieure qu'à la population israélienne. Donc, quand on va voir cela, il est bien évident que ça peut aller plus vite chez eux. Mais eux, ils n'ont pas tergiversé. Ils ont ciblé un vaccin
Et ils ont dit 2 vaccins, et puis c'est terminé. Ils ne sont pas intéressés aux autres. Il y a Pfizer et AstraZeneca. Donc, c'est tout. Maintenant que Johnson arrive, ou bien que Sputnik arrive, ou bien que les vaccins chinois arrivent, non, ils ne sont pas préoccupés de ces vaccins-là. Il fallait aller vite. C'est ça, hein, il faut aller vite. Maintenant, pour des raisons idéologiques, hein, on va pas, les Occidentaux vont favoriser le vaccin par rapport au vaccin Sputnik. Alors que le vaccin Sputnik, d'après les résultats, hein, il y a 90% de succès. AstraZeneca, là, apparemment, on est en train de parler, d'après certains experts, 74 ou 75%. On l'a revu à la baisse. Donc, vous voyez. Alors, le vaccin chinois. Toujours les Américains pensent que les Chinois ont mis quelque chose dedans. Vous voyez, je vous dis, hein, les Chinois, c'est une nébuleuse. Ils font tout, et pourtant, AstraZeneca et Corona vient de Chine. Comment se fait-il qu'il y a un silence radio? Le développement au début de la pandémie, ça a augmenté, et puis maintenant on n'entend plus de morts. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le vaccin chinois est efficace? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que dans leur bagage, vous savez, j'en sais rien, les Chinois, moi je ne fais pas confiance du tout. Alors, pourquoi dans leur bagage, on ne sait pas, est-ce qu'en aliment aux États-Unis, ils vont balancer les trucs? Pourquoi? Parce que, je vous dis, les Chinois sont dans une dynamique où ils veulent être coûte que coûte devant les Américains sur le plan économique. Vous voyez, coûte que coûte. Ils veulent être coûte que coûte devant les Américains. Donc, vous voyez, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'ils ont balancé ce truc dans le monde? Parce qu'il y a cette grande concurrence entre la Chine et les États-Unis pour le premier pays, hein, le plus, sur le plan économique, hein, qui est le plus avancé. Avant, c'était les Japonais, deuxième, les Américains premiers. Maintenant, les Japonais, l'économie est moins dynamique. Les Chinois, l'économie est très dynamique. Et il y a eu des moments où on se discutait la première place de la première économie mondiale. Donc, et les Chinois tapent sur la table pour dire oui, nous sommes les premiers. Parce que quand vous voyez un pays avec des taux de croissance à 2 chiffres, vous comprenez, bon, pour des gens qui ne savent pas un peu comment ça fonctionne, c'est tout à fait logique que la Chine, qui n'était pas un pays développé, puisse atteindre les croissances à 2 chiffres. Les pays les plus avancés ne pourront pas atteindre des croissances à 2 chiffres. Le Sénégal peut avoir une croissance, parce que déjà, sur la base, ils avaient une économie faible. Donc, on peut avoir, par exemple, l'Éthiopie, croissance à 2 chiffres. Hein, il y a certains pays émergents, comme l'Inde, vous voyez, qui étaient à la base une économie faible. Il est beaucoup plus facile d'avoir une croissance à 2 chiffres qu'un pays déjà développé, d'avoir une croissance à 2 chiffres. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Alors, mais l'économie chinoise se porte très bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, ils ont tout de suite compris que quand les Européens se sont développés, ou les États-Unis se sont développés, à la base, les Africains sont là. Et donc, les Chinois viennent en Afrique et disent, s'ils se sont développés, nous aussi, nous viendrons en Afrique pour occuper le marché africain. Alors, mais les Chinois sont terribles. Oui, et c'est pour ça que les Américains ont peur de leur 5G. Ils pensent que dans leur 5G, ils ont mis quelque chose pour comment dirais-je, espionner. Mais les Américains eux-mêmes ont espionné le monde avec leur toute technologie. Donc ils ne veulent pas aussi que les Chinois aussi espionnent. Donc c'est pour ça qu'ils refusent la 5G.
Mais la 5G a l'avantage de la rapidité de la communication. Je vous dis, hein, bon, même les Européens à l'heure actuelle, certains commencent à apprendre certaines choses de la 5G parce que à cause de la rapidité dans les actions. Par exemple, je peux donner un exemple, ils peuvent mettre au point un avion qui va plus vite qu'un avion américain. Je vous dis, hein, et ça, si les Américains se lancent dans la 5G, il y a de fortes chances que les Chinois puissent abattre très rapidement un avion américain par rapport à leurs avions. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur d'installer la 5G chez eux. Voilà. Bon, bref. Mais si on revient sur cette partie-là, mais non, nos connaissances doivent être larges. C'est pas simplement immunologie, sang et autres. Hein? Alors, donc, après vous comprendrez beaucoup de choses dans le monde sans moi. Alors, donc, ensuite, donc, ces lymphocytes B, on en a parlé, donc, vont produire des clones de lymphocytes B qui vont donner des anticorps tout identiques. Donc, c'est ce qui va augmenter la quantité de ces anticorps à cause des clones qui vont être produits. De la même façon, pour le même antigène, il y aura des clones de lymphocytes T. Ces lymphocytes T vont être en association avec les lymphocytes B pour augmenter la quantité de ces anticorps-là. Hein. Sans les lymphocytes T, le nombre, la quantité d'anticorps qui va être produit sera extrêmement faible. Extrêmement faible. D'où la nécessité de son association avec les lymphocytes T pour produire beaucoup d'anticorps. Mais en immunologie, on a aussi des techniques pour booster le nombre d'anticorps. Il y a des molécules aussi qu'on utilise comme ce qu'on appelle les adjuvants de front, hein, qui permettent d'augmenter, nous le verrons hein, quand on arrivera sur les anticorps, l'adjuvant de front pour augmenter la production de ces anticorps-là. Ça c'est connu dans le cadre des vaccins. Hein. Nous le verrons par la suite. Alors ensuite, vous voyez ici ces cellules auxiliaires, et je vous ai parlé de la cible, qui sont la cible du sida, vous voyez, pour montrer leur importance, ces lymphocytes-là, les CD4, pour montrer leur importance, hein, le virus du sida s'attaque à ces lymphocytes T. Et c'est ce que je vous disais, et dorénavant retenez que certaines personnes pensent que les individus qui meurent du sida, ce n'est pas le sida qui les a tués. Oui, parce qu'il a fragilisé le système immunitaire, d'accord, le sida a fragilisé le système immunitaire des individus, et donc ces individus deviennent vulnérables aux autres infections. Et c'est des autres infections qui souvent tuent les individus atteints de sida. Hein. Donc c'est pour ces raisons, là, on dit que le sida n'a pas tué. Mais quoi qu'on dise, on dit toujours, nous en parasitologie, on dit souvent que le parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte. Il n'a pas intérêt. S'il tue son hôte, c'est sa mort certaine. Donc, il faut qu'il vive par moments en intelligence avec l'autre, de ne pas le déranger, en intelligence. Donc, pour continuer, parce que toutes les conditions sont bien réunies hein, pour qu'il se propage. Sinon, si les conditions ne le regardent, l'autre va lui servir de quoi? Il va le servir de lieu de nutrition. Il va se nourrir de l'autre. Ensuite, se reproduire. Vous voyez? Et c'est ça la clé. Et le virus, il va utiliser l'autre hein, pour augmenter le nombre de vibrions. Vous voyez? Ensuite, on contamine l'autre. Ensuite, donc ça se propage. Mais à un moment, il faut qu'il ait une intelligence, surtout les nématodes, il faut qu'ils aient une certaine intelligence pour ne pas tuer l'autre. Hein. Et ça, la stratégie, dans certains cas, pour que les cellules de l'hôte ne le tuent pas,
il peut même s'habiller des molécules de l'autre. Hein? S'habiller des molécules de l'autre pour que l'autre ne puisse pas le tuer. Donc c'est pour vous dire que quelque part, le parasite, et ça le retenez-le, le parasite a toujours une longueur d'avance sur les défenses de l'autre. Ça, je vous dis, le parasite a toujours une longueur d'avance sur le parasite de l'autre. Et toujours par des stratégies. Bon, nous le verrons pour ceux qui font de la Ensuite, ici, vous avez les lymphocytes suppresseurs. Alors, imaginez que les cellules de défense neutralisent l'intrus. Alors, est-ce que ces cellules-là vont continuer toujours à agir? Alors, c'est là, dans l'organe, il y a un mécanisme régulateur qui va arrêter l'intervention. À un moment, quand c'est éliminé, alors il faut qu'il arrête. S'il ne le fait pas, il va attaquer les tissus. Il va les attaquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore notre mécanisme qui va arrêter le processus pour éviter qu'il attaque les tissus de l'autre. Et c'est là où vous avez ici la réaction immunologique contre cette réaction-là qui arrête ce processus quand les antigènes sont éliminés. Donc c'est aussi des choses aussi à savoir, les lymphocytes T suppresseurs. En dehors de ces lymphocytes-là, nous avons ce qu'on appelle les cellules NK, qui ont des comportements qui ressemblent un peu aux lymphocytes, mais qui ont là un rôle phagocytaire. C'est le lymphocyte NK qu'on appelle un natural killer, que nous verrons quand nous allons attaquer. Et ça, ils interviennent uniquement dans le cas d'une infection aussi. Dans le cas d'une infection, ils interviennent, c'est NK, mais nous le verrons en détail. Alors ici, les plaquettes. Les plaquettes, comme vous le savez, le rôle, vous les voyez, on les a un peu représentées, mais tout de suite vous devinez leur contact entre elles. Le rôle, c'est de colmater les brèches suite à une blessure. Et vous les voyez, je vous ai dit que ces plaquettes se divisent par endométriose, donc un truc particulier, donc dans la cellule. Donc, et puis boum, pour libérer un peu leur contenu. Et donc, on vous a dit un peu comment ils sont produits, mais ils vont jouer un rôle ici dans la réparation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire simplement quand vous avez une blessure, donc il y aura un colmatage. Et cela, c'est dans la situation, dans l'homéostase. Ensuite, ici, oui. Pourquoi les diabétiques ont ce problème de coagulation sanguine? Bien, c'est un problème au niveau des plaquettes. Oui. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie. D'accord? C'est les sujets où la coagulation de sang ne se fait pas. Donc, il y a une famille qui est connue pour ça. Si vous avez bien fait votre terminale, c'est quelle famille? De la reine d'Angleterre, spécialement la famille de la reine Elisabeth. Victoria. De la reine. Mais vous avez bien, vous savez, même si c'était un trou, c'est la reine Victoria, la famille de la reine Victoria. C'est une famille qui a ce problème-là de coagulation, du sang. Donc, cette absence de coagulation, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie. Et que donc, chez cette famille, vous comprendrez, il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, toutes les conditions sont réunies. Vous savez, c'est les bourgeois,
quand on parle de roi ou de reine dans ces pays-là, ils ne font plus rien. Hein? Alors, d'ailleurs, quelqu'un les critique en disant simplement, ils ont sorti un mot en disant, quel est le secret du bonheur? Selon vous, quel est le secret du bonheur? La liberté. Hein? La liberté. Là? L'argent. C'est ça, le secret du bonheur, c'est l'argent. Oui, donc vous voyez, santé. Mais écoutez, le secret du bonheur, mais c'est rester à ne rien faire. Rester à ne rien faire. C'est pas un bonheur, ça? Hein? C'est pas un bonheur. Rester à ne rien faire. Mais parce que les autres choses, c'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire là, ça rejoint un peu ça. Si vous avez l'argent, si vous avez, quand l'argent, je ne parle pas de la santé, mais si vous avez l'argent, dans la plupart des cas, ces familles régentes-là, ils sont là à ne rien faire. À ne rien faire. Dites-moi ce qu'ils font. Rien. Après, bon, mais ça, c'est aussi le bonheur, hein. Vous ne vous voyez pas rester à ne rien faire? Et si vous avez l'argent? Même si vous avez l'argent, vous ne voyez pas rester à ne rien faire. Donc il faudrait que vous soyez utile à la société. Très bien. Alors, donc ça c'est bien aussi, d'avoir aussi cette philosophie-là, parce que le bonheur aussi c'est très étendu, très étendu. On peut même être riche et ne pas avoir ce bonheur-là. Oui, on peut être riche et ne pas avoir. Oui, donc c'est pour vous dire quelque part, c'est des concours de circonstances qui font que certains, oui, peuvent se trouver, regarder déjà ce qui se passe dans la famille régnante depuis quelque temps, on ose parler. On ose parler des secrets de famille. Vous comprenez, les secrets de famille doivent rester des secrets de famille. Vous comprenez, bon, c'est pour ces raisons, ces familles ne veulent pas des intrus. Chaque fois qu'il y a un intrus, c'est dangereux. Surtout un intrus qu'on ne connaît pas. Parce que une fois que vous vous confiez, vous voyez, on accuse maintenant la famille régnante d'être raciste pour des propos de la métisse raciste. Bon, parce que simplement la reine il s'inquiète un peu de la couleur du bébé qui va venir au monde. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, pourquoi cette couleur-là les choque? Mais cette situation, on l'a vu un peu à Monaco, avec le prince Albert, qui a eu un enfant, un garçon, avec une hôtesse de l'air béninoise. Hein? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Alors, qui a eu un enfant qu'on appelle Alexandre avec une hôtesse de l'air béninoise. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce sujet? Mais l'enfant, comme vous voyez, c'est un beau métis, mais au départ, il a refusé de... Ou bien les journalistes ont dit non, c'est pas vrai, etc. Et tout de suite dans la tête des gens, on dit les Africaines sont infidèles, c'est pas possible, et tout, etc. On a accroché beaucoup de choses à cette femme. Mais je dis encore, c'est une femme très entreprenante. Pour tordre le cou au prince, il faut avoir quelque chose. Et ce prince-là, vous ne le savez pas, autour du prince tournaient les plus belles filles du monde, les mannequins. En particulier, l'une d'elles, que vous devez connaître,
Naomi Campbell. Jusqu'à l'âge, si vous revoyez Naomi Campbell à ce stade, elle reste toujours la plus belle fille, une noire américaine. Grande, élancée, quand vous la voyez, elle est extraordinaire. Ensuite, autour du prince, il y avait encore une autre, Claudia Schiffer. Alors, c'était des mannequins vedettes qui tournaient dans chaque invitation du prince. Elles étaient là. Le prince les invitait. Mais elles n'ont pas pu tourner le cou au prince. Alors voilà l'hôtesse de l'air béninoise, là, qui est arrivée à lui tourner le cou. Et pendant ce temps, tout le monde disait, ben, elle a piégé le prince, elle n'a pas tenu, non, elle a été très entreprenante. Alors, maintenant, quand on est allé dans le fond, mais il faut écouter les tabloïds, hein, ce qui s'est dit à cette époque, c'était simplement du racisme. Alors, on dit, c'est pas vrai. On fait le test ADN. C'est bien le fils du prince. Il reconnaît maintenant ce fils qui vit à Monaco, voilà, avec une enveloppe par mois de 10 000 euros. Déjà pour s'occuper de ça. Sa mère est à Monaco, même s'il n'y a pas de truc, pour l'éducation de l'enfant. Mais le test ADN ne ment pas. Confirme que c'est le fils, il s'appelle Alexandre. On aura beau dire sur la succession, oh, il s'en fiche. Moi, si je suis le prince, je m'en fiche sur la succession. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'il a le sang du prince. Le reste, ce n'est que du blabla. Vous comprenez? Il ne faut pas rentrer dans les détails. Moi, je dis, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais il a le sang du prince. Qui succède à Monaco ou pas, ce n'est pas important. Mais le prince va s'occuper de son enfant. C'est son fils, il l'a reconnu. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Pour vous dire que quelque part, ces secrets de famille-là, oui, et Dieu merci, son père est décédé, il n'a pas été au courant de cette situation. Je ne sais pas comment il aurait réagi. Le prince Rainier est décédé. On ne sait pas comment il a réagi, il est décédé avant. Hein? Il est décédé, bon, après, c'est-à-dire le secret a été gardé jusqu'à son décès. Et donc il n'est pas au courant de cette situation que je viens de vous évoquer. Donc c'est pour vous dire que quelque part, méfiez-vous du test ADN. C'est un test qui ne ment pas. Je vous dis, aujourd'hui, si on vous accuse, par moment, je vous dis, hein, il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, sur le viol de, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas quoi, hein, sur le viol. Mais je prie le bon Dieu, que ces femmes tombent enceintes. Le mensonge n'aura plus lieu. Je dis, je prie le bon Dieu que ces femmes tombent enceintes. Le mensonge n'aura pas lieu. Parce que le test ADN va dire la vérité de tout ce qu'on est en train de raconter là, à droite et à gauche. C'est pour ça que je dis, je prie le bon Dieu, avec ce que ça fait comme dégâts, les uns contre les autres, hein, les uns contre les autres. Mais je dis, oh, si on fait le test ADN, il ne mentira pas. Il dira avec clarté, oui, c'est ton enfant, non, ce n'est pas le vôtre. Alors, on aura arrêté les supputations à droite et à gauche. Oh, le bon Dieu, je le prie pour qu'elle tombe enceinte. Alors, donc, hein, mais nous, la science, nous réagissons comme ça. Nous réagissons comme ça. On n'est pas dans le mensonge. Moi, ma réaction, c'est ça. Je dis, cette fille doit tomber enceinte. Bon Dieu. Si elle tombe enceinte, mais après, il n'y aura pas de mensonge. Il n'y aura pas de mensonge.
on saura la vérité. Mais si ce n'est pas ça, ben, on ne saura jamais la vérité. Bref, alors, donc ici, vous avez d'abord les plaquettes, l'agrégation plaquettaire qui est là, qui va former ce caillot-là dans une seconde étape, parce qu'il y aura les fibrilles qui vont s'associer au niveau de la blessure. Ensuite, ici, vous allez avoir une fibrinolyse, hein, c'est-à-dire il y aura du liquide. Qui, si vous regardez, après le caillot, vous voyez, il y a souvent du liquide qui sort. Vous voyez? Donc, c'est toute cette phase d'hémostase, suite étape. Et puis, petit à petit, vous aurez un colmatage qui se fait. Mais ces tissus-là doivent se faire, hein, avec cette lise-là du caillot, ça peut se faire pour libérer ce liquide-là. Ensuite, pour vous dire un peu, et puis le caillot se met en place. Et dans le temps, vous verrez que hein, ça va, dans le temps, ça va se faire, parce qu'il faut qu'il arrête de couler. Il faut que le sang arrête de couler. C'est l'objet du caillot. Oui, mais juste après, il y a une petite lise qui se fait pour libérer un peu ce liquide que vous voyez là. D'ailleurs, c'est pour ces raisons, il est préférable de laisser la plaie à l'air libre pendant une certaine période. Quand tout cela, ce liquide-là et ça, c'est en ce moment que vous voyez le bloc se faire. Et puis, dans le temps, petit à petit, le colmatage se fait. Mais aux environs, mettez-vous dans la tête, aux environs, il y a aussi les cellules de défense qui sont présentes. Et je crois que si je continue, je ne sais pas si c'est... je vais voir. Hein. Alors, ici, on vous donne le rôle de ce sang. Tous ces événements-là, c'est ce qu'on vous donne sur son rôle. Transport des déchets, nous l'avons vu. Ici, nos cellules vont être nourries par le sang, l'immunité avec les cellules de défense, l'identité biologique, c'est les groupes sanguins. Ici, le sang étant le liquide de transport va transporter beaucoup d'hormones ou bien autre chose. Et le rôle dans la thermorégulation, ce sang, là, il faut le savoir, cette thermorégulation fait que notre corps va chercher à maintenir sa température normale. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, si vous tombez dans un liquide, dans un lac gelé, vous tombez dedans, c'est là où vous allez vous rendre compte comment l'organisme fonctionne sur cette thermorégulation. Vous allez voir que l'organisme va, vous voyez, autour, vous voyez, va libérer de la chaleur pour faire fondre ce qui est autour. L'objectif, c'est de protéger le corps. Donc, cette température corporelle augmentant, ça va faire fondre, vous voyez, là, et le sujet, il ne doit pas rester là plus de 10 à 15 minutes. Sinon, il y a un phénomène irréversible. C'est-à-dire que dès lors il rentre en hypothermie, c'est terminé, le mécanisme ne peut plus revenir. Vous voyez? Mais pendant cette période, c'est pour ça une durée de 10-15 minutes, il faut le sortir de là. S'il rentre en hypothermie, il n'y a pas de possibilité de le... Même si on le ramène en salle pour le réchauffer, etc., il y a une rupture, hein, du mécanisme. Donc il n'y a plus possibilité de... Mais pendant ce temps, quand il tombe, l'organisme va faire tout pour augmenter la chaleur autour du corps. Donc ça va libérer, hein, vous verrez la glace même, tout ce qui est fond pour vous montrer. D'ailleurs, mettez-vous, je vous donne un exemple, quand il fait froid, vous avez votre couverture. C'est l'exemple le plus simple. Vous avez votre couverture, vous rentrez dans la couverture. Vous sentez autour, il y a une fraîcheur. Mais dans les minutes qui suivent,
l'organisme libère de la chaleur. Et tant que l'organisme n'a le dessous du drap n'a pas atteint une température de confort, vous aurez du mal à dormir. Et maintenant, c'est quand la température de confort est installée sous le drap, c'est en ce moment que vous pouvez dormir. Mais pendant ce temps, le corps libère de la chaleur pour remonter la fraîcheur qui est entre vous et le drap ou la couverture. Il va le remonter. Et une fois que ce niveau est atteint, et ça c'est l'organisme qui est magique, fantastique. Si ce niveau est atteint, alors, mais tant que vous avez froid, sera très difficile de dormir. Très difficile. Donc c'est pour ça, c'est cette température de confort qui met à l'abri notre organisme face à ces changements climatiques. Regardez, si vous avez chaud, vous transpirez. Il y a tous ces mécanismes-là, parce que l'organisme réagit par rapport à toutes les situations. Mais comme je vous dis, toujours, il peut, s'il fait chaud, si ce n'est pas très très excessif, si c'est très excessif, il y aura aussi une rupture pour équilibre. Et les personnes meurent du fait de la température très élevée, de la chaleur. Que ce soit pour le froid ou pour le truc, c'est pareil. Quand il y a une rupture, l'organisme ne tient pas et c'est pour ça qu'on dit thermorégulation. Hein? Alors, ensuite, vous avez, au niveau du sang, vous avez le tampon. Alors, nous le verrons quand on va parler de l'équipe acido-basique. Cette équipe acido-basique, vous avez ici les ions bicarbonate, les phosphates, et ici, l'hémoglobine avec l'oxyhémoglobine. Et donc, tout ceci dans le sang vont permettre de jouer un rôle dans l'équilibre acido-basique. Hein, ces tampons-là, qui peuvent être les premières lignes de défense de l'organisme face à un afflux massif des ions H+, ou bien des ions alcalins. Hein, donc, ils ont un rôle dans l'homéostasie, avant que les mécanismes physiologiques interviennent. Ces mécanismes physiologiques, les poumons et les reins interviennent, parce qu'ils sont beaucoup plus puissants pour la régulation sur l'équilibre acido-basique. Donc toutes les déviations, notre corps est tellement, je le dis toujours, quand vous faites la physio, on se rend compte qu'il a une certaine particularité de refuser tout déséquilibre. Et chaque fois que ce déséquilibre doit s'installer, alors les mécanismes, que ce soit immunologique, l'intrus, il faut l'enlever. Et une fois qu'on l'enlève, alors on devient un repos. C'est pour ces raisons, un scientifique français disait, la bonne santé, c'est le silence des organes. C'est le silence des organes. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe à l'intérieur de notre corps, tout un mécanisme réagit. Et une fois que c'est réglé, ça revient au silence. Mais sinon, peut-être si on mettait un micro dedans, vous avez mangé, probablement, on va entendre des bruits du micro pour dire comment certaines parties de notre corps réagissent, etc. Ou bien le mot, si on devait l'écrire, tu me fais mal, etc. Donc, si ça donnait de la parole, on pouvait imaginer beaucoup de choses. Mais pour montrer quelque part, on peut donner un langage à toutes les interventions, on peut donner un langage. Mais on fait comme, regardez, je l'ai dérangé, mais mon corps fait comme si rien ne s'est passé. Alors que dedans, ça bouillonne. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai mangé, ça bouillonne. Mais que ça plus tard. Parce que les molécules
sont libérés et moi je suis tranquille. Alors qu'à l'intérieur, il y a bien quelque chose qui est en train de se faire. C'est pour ramener l'équilibre suite à la perturbation, à l'apport que j'ai eu à faire pendant le... Alors ensuite, cette dernière étape ici, c'est pour montrer un peu le processus inflammatoire qui nous va faire cette transition-là, qui va faire cette transition vers la partie purement immunologique. Ici, vous avez une aiguille qui vous pique, là, et c'est ce que je vous ai dit, ici, la fragilisation autour, il y a quelque chose qui est un peu grave, c'est-à-dire que ces molécules que vous voyez là, ça s'appelle des bactéries, suite à cette blessure, mais vous voyez que les cellules là, phagocytaires, vont traverser la membrane de l'endothélium vasculaire en direction du site. Mais cela est rendu possible par le phénomène chimiotactique. Donc, ils sont renseignés et donc ils vont migrer vers le site. Et ça, nous verrons ces molécules chimiotactiques, nous les verrons, qui vont agir et qui vont permettre ce déplacement vers le site. Ensuite, la seconde étape, vous voyez, phagocytose. Donc, de ces molécules-là, des bactéries, donc, et puis, une fois que tout cela est neutralisé, colmatage de la brèche. C'est ce que je dis par ce phénomène d'homéostase, là, donc colmatage et cicatrisation de cette brèche. Mais vous constaterez que quand vous êtes blessé, retenez-le, quand vous êtes blessé, là, je vous ai montré un peu l'action des cellules. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Là, la douleur. La douleur, s'il y a la douleur, c'est parce qu'il y a quoi? S'il y a la douleur, c'est parce qu'il y a quoi? Il y a? Oui, mais la peau est lésée, mais s'il y a une douleur, qu'est-ce qui est touché? Les nerfs. Ensuite, l'information arrive. Lesquelles? La moelle épinière. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. Autant on peut discuter sur le mécanisme immunologique, mais ce n'est pas isolé. Il y a encore un autre acteur. C'est pour ces raisons. Chaque fois que vous êtes en face d'une situation, n'isolez pas simplement la partie immunologique. D'accord? On est sur la partie actuelle, mais cette douleur-là, parce que sur la paroi, au niveau du cœur, il y a des nerfs qui arrivent là. Et donc, si ces nerfs sont touchés, c'est ça qui fait que nous avons cette sensation de douleur. Là, ce n'est pas simplement la plaie, mais parce qu'on a touché le nerf. Vous voyez? Donc, on y reviendra quand on parlera de cette inflammation-là. Quand cette inflammation a lieu, donc on va mettre un bloc pour que vous compreniez qu'il n'y a pas simplement qu'un seul acteur, il n'y a pas simplement une seule vision, mais il y a annexé aussi le fait que les nerfs sont touchés et nous avons cette sensation de douleur. Ensuite, vous allez constater si la situation s'aggrave, si l'infection est plus importante. Qu'est-ce que vous remarquez à la suite d'une blessure? Qu'est-ce que vous remarquez les jours qui suivent? Un gonflement. Donc vous ne vous êtes jamais blessé. Alors, mais si vous arrivez à vous blesser et que vous voyez que vous continuez à avoir cette douleur-là, après, sur votre corps, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? La sortie de la coupe. C'est-à-dire sur votre corps. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez? La douleur après, vous sentez une douleur où? Après? Au niveau des ganglions.
Voilà. Vous pouvez avoir un enflement, c'est pas anodin, hein, c'est-à-dire ce que je vous dis, et ça, on va le voir aussi. Oui, on va le voir. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que vous aurez des cellules, parce qu'au niveau de la peau, sous la peau, vous avez ce qu'on appelle deux types de vaisseaux. Vous avez les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Et au niveau des vaisseaux lymphatiques, vous avez cette migration aussi de ces cellules-là qui vont arriver, qui vont prendre ces antigènes pour les amener vers les ganglions. Et il peut arriver, et ça je vous le dis, il peut arriver que dans un premier temps, les cellules n'arrivent pas à neutraliser l'intrus. Ils ne le neutralisent pas. Et s'ils ne le neutralisent pas, donc il y aura certains qui vont être tués. Et en étant tués, c'est ceux qui entraînent l'enflement au niveau des ganglions. Et à un moment, vous pouvez tomber malade. Vous pouvez tomber malade. Face à une blessure, face à autre chose, si les cellules n'arrivent pas à bout de l'intrus. Donc ça crée ces ganglions-là. Et forcément, si la température de votre corps augmente, ça vous fait de la fièvre. Vous comprenez? Ça vous fait de la fièvre. Et forcément, vous serez obligé d'aller voir le médecin pour cette fièvre-là, pour faire baisser le niveau de la fièvre. Et quand on remarque que c'est une blessure, à un moment, si cette situation arrive, vous allez avoir du pus. Ah oui, vous allez avoir du pus. Et c'est cette situation qu'il faut que forcément, si le problème n'est pas réglé, que vous devez aller voir. Et c'est en ce moment que le médecin, pour aider le système immunitaire, va vous prescrire quoi? Des antibiotiques. Il va prévoir des antibiotiques pour faire face. Et c'est une façon d'aider votre corps à faire face à cette situation. Il y arrive des moments où ça prend le dessus. Et en prenant le dessus, les déchets qu'il y a là, ça donne le pus. Le pus, c'est les déchets lors de la guerre, ces déchets des cellules qui ont été victimes de la bactérie, etc. Donc après, s'ils sont victimes, ça donne le pus. Parce qu'il faut savoir comment ça... Ensuite, il y a ce gonflement, ça se traduit aussi par le gonflement, mais il y a des moments où vous n'arrivez pas à ça, vous n'aurez pas les douleurs, vous n'avez pas donc ça c'est réglé, mais il arrive des moments où ça vous donne la fièvre. Vous voyez, ça vous donne la fièvre, et quand ça vous donne la fièvre, si par moment vous n'avez pas imaginé à tirer, je vais prendre du Doliprane ou paracétamol et tout, tout ça, si vous ne prenez pas, parce que c'est pas tout le monde, alors ça peut continuer. Et ça la fièvre augmente, la température augmente, et forcément à un moment, vous ne vous sentirez pas bien, vous serez obligé d'aller voir le médecin. Mais comme maintenant tout le monde est bien renseigné, chaque fois que vous vous sentez mal, allez prendre du Doliprane, etc. L'objectif c'est d'éviter que la température monte et de booster aussi votre corps pour ne pas que ça tombe dans cette situation que je viens de dire. Alors, le pus, c'est le simple fait que les cellules ont été victimes de la bactérie. Et c'est à ce moment que les antibiotiques peuvent être utilisés pour faire face, puisqu'il y a une origine infectieuse. Alors donc il faut régler cette situation-là. Alors, mais tout cela, on parlera de cette inflammation, et cela nous permet d'aller vers une transition. Alors, cher, je voulais vous voir pour le truc du minot, mais bon,
je ne vous ai pas vu. Pour la partie immuno. Alors, juste, il y a des parties où on ira un peu plus vite pour cette partie. Là, c'est la partie simplement introduction. Je vous disais ici qu'un microbe est rarement seul. Et souvent, il va chercher à trouver un endroit, un terrain favorable pour son développement. Et puis ensuite, comme je vous disais, notre organisme est très accueillant parce que toutes les conditions sont réunies à ce niveau. Et donc, il y a une nourriture à volonté et évidemment un lieu où la température est favorable. Et que donc ici, comme je vous dis, son but, c'est de se multiplier, donc de se reproduire. Évidemment, tant que, comme je vous dis, le microbe ne dérange pas, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est après qu'il y a un problème. Je vous disais donc, mais il y a une multitude, comme je dis, une multitude de comportements. Ces multitudes de comportements, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent créer des désordres. Et puis, pour d'autres, ce désordre-là, c'est la surinfection. Cette surinfection, c'est ça le problème des microbes, parce que, quoi qu'on dise, il faut trouver un moyen de neutraliser les microbes. Et c'est ça qui nous a amené à ce qu'on appelle les vaccins. Parce que souvent, quand ça prend des proportions démesurées, de présence de façon démesurée, alors c'est ce qui a amené les scientifiques
à s'imaginer qu'il faut trouver un vaccin pour faire face à ces situations de surinfection, parce que sinon, le microbe prendra toujours possession de notre corps et il nous mettra en danger.